y a des millénaires que j'use les pierres, qu'à hauteur de fleurs, je roule mon cœur. D'en haut, l'épervier, les derniers bergers regardent le Rhône. C'est le père de Madame Claire qui faisait le bac à traille. Peut-être pas Henri, pas son père. Son grand-père a tenu le bac à traille pendant une 50aine d'années. Moi, je me souviens bien de lui. Il est décédé en 29 ou en 30. Il tenait le bac à traille. Et par la suite, c'est mon frère qui a pris le bac à traille. Mon père, c'est mon frère qui s'en occupait. Il avait 13 ans. Il ne s'est pas noyé. Il a tombé au Rhône et à ce moment-là, il a pris une congestion. Et il est décédé. Il avait 13 ans. Et c'est lui qui s'occupait du bac à traille. Oui. Avant le pont, ça a duré jusqu'en 1938. Oui. Le pont a été terminé en 1938, au mois de septembre. Et il a été inauguré le 2 octobre 1938. Il l'avait commencé fin 1935. C'était l'entreprise Bollard qui venait de Sautet, qui avait fait le barrage de Sautet, qui avait fait ce pont. Oui. Ça avait duré un peu plus de 2 ans et demi, quoi. Craignez ma colère, je reprends mes terres, je noie vos maisons, je craque vos ponts. L'homme du oubli, ce lit c'est mon lit, c'est le lit du Rhône. Quand les bateliers sur moi naviguaient, grandissaient lions, courent sur mes rives des locomotives jusqu'en Avignon. Vous êtes mes sœurs filles noyées, et je vous garde dans mes roseaux. Le Mistral tremble les mûriers, et je fais la course aux autos. La période de guerre, oui, on a eu les Allemands qui sont passés à Lucé. Justement, ce pont qui avait été construit, inauguré en fin 1938, il a sauté en 1940, quelques heures avant l'armistice. Pas complètement. Ils ont fait sauter 2 arcs du côté de Massigneux-de-Rive. 2 arcs, alors ça coupait environ, je ne sais pas, 90 mètres de pont. Il y a eu la culée, la pile et 2 arcs qui sont tombés à l'eau, qui sont tombés au Rhône, quoi. Ce pont, il a été reconstruit en 1942. Ça a été un des premiers ponts qui a été reconstruit en 1942. Oui, parce qu'avant, quand on voulait aller à Yenne pour des fois faire un transport, il fallait passer par le pont de Yenne pour aller à Natage, et ainsi de suite, passer dans l'Ain, oui. Les Allemands étaient arrivés par l'Ain, et comme ils avaient fait sauter le pont, il y avait des troupes, ce qu'on appelait l'armée des Alpes, une partie qui était en Savoie. Alors les Allemands, ils tiraient contre le rocher en face, ils tiraient avec une espèce de mortier, quoi. Et il y en avait qui ont essayé de passer par le Rhône. Ces Allemands avec des barques pour venir en Savoie. Et il y avait une mitrailleuse placée vers l'ancienne porcherie, vers la Traille. Et ils ont tiré sur ces Allemands. Et ils ont été à l'eau avec leurs embarcations. Ah, ça, tout était à l'eau, oui. Nous,
qu'on était à proximité de ce pont. Il nous avait fait évacuer et on avait été au village en dessus. Et ce pont, il avait sauté par là vers les 5 heures du matin. Mais ça avait été un vrai tremblement de terre. Ça avait fait du bruit. Des pierres, il y en avait parti un peu de tous les côtés. Nous, on était en face. Les maisons en face, eh bien, il y avait des pierres qui faisaient combien? 40 ou 50 kilos qui avaient passé à travers le toit, qui avaient même endommagé de grosses poutrelles, des grosses pannes. Monsieur l'ingénieur des kilowatts-heure, tu veux m'empêcher de la retrouver? Mon père m'a eu parlé. Dans notre ancienne cuisine, il y avait les zones. Il y avait les contrebandiers et il m'a dit, cette ancienne cuisine, elle était pleine de ballots de tabac jusqu'au plancher. Oui. C'était le rendez-vous un peu là-bas des contrebandiers. Quoi? Ils allaient même jusqu'en Suisse après. J'ai connu monsieur Gonneau. C'était le père. L'oncle de monsieur Christian et de madame Christian. Lui, c'était un grand contrebandier. Il aimait ça. Il descendait le Rhône jusqu'à Lyon. Quoi? Et à ce moment-là, c'était du vin, c'était de l'eau de vie. Il avait une équipe qui partait naturellement de nuit. Alors, ce père Gounod, il était éveillé. Il le connaissait alors. Il se promenait d'un côté et de l'autre, et puis les contrebandiers. À ce moment-là, on les appelait les gabelous. Et il se veillait et il lui avait envoyé son équipe avec la contrebande qui descendait le Rhône, qui partait jusqu'à Lyon, qui descendait tout le long, qui vidait sa cargaison et lui, puis il descendait tout pépère dans la journée avec un bateau de pommes. Alors, ceux-là qui le surveillaient, ils étaient quand même pris, comment qu'on pourrait dire, avec son bateau de pommes, il l'avait quand même arrêté et il comptait que sous son bateau de pommes, il y avait de la marchandise, de l'eau de vie ou quelque chose, mais il n'y avait absolument rien parce que son équipe était déjà partie la nuit avant pour faire l'écoulement de la marchandise, quoi. Et ils allaient même très loin. Il y avait les zones et vers le pont de Seyssel, ils avaient mis des crochets pour pas que les contrebandiers passent. Et eux, ils arrivaient parfois à passer la nuit avec la pile qui faisait beaucoup de bruit. Et puis que ça faisait un vilain temps. Et les douaniers étaient sur le pont. Après, ils ont été plus malins que ça. Alors, ils emmenaient la marchandise en haut du pont et ils avaient mis ces ballots de tabac, cette contrebande qu'ils mettaient dans des sacs. Naturellement, à ce moment-là, c'était pas des sacs en plastique, mais des sacs qui étaient étanches. Alors, ces ballots, ils les lançaient par le Rhône. Ils arrivaient sous les crochets, ils tournaient sous les machins et ils descendaient. Et il y en avait d'autres avec des bateaux qui récupéraient cette marchandise de contrebande qui était bien plus bas. C'était les zones. À ce moment-là, il y avait la douane de Lucé. La douane à Lucé était au croisement. Quand tu prenais la route de Saint-Pierre, c'était là. C'était la douane, parce qu'il y avait la zone. Et puis de l'autre côté, on disait, de l'autre côté du pont, c'était la France, quoi. On les appelait les Français, quoi. Nous, on était, je ne sais pas. Ils nous appelaient les Italiens. Je ne sais pas quoi. Elle m'attend là,
Méditerranée, la femme du Rhône, en bleu et en blanc, couchée. 15 jours qu'il pleuvait sans discontinuer. Des pluies froides et fines, suivies de bruines, vous transperçaient. Parfois, il arrivait que des orages éclatent en milieu de journée. Qu'en ce plein mois d'avril, quelques flocons de neige ou de grêle couvrent les prés. 15 jours sans ciel. On distinguait à peine la nuit du jour. On passait de l'obscurité profonde au gris. Un gris de plomb. Seul le halo des 3 réverbères de la place du village apportait une morne lumière. Même la lune n'était pas au rendez-vous. 15 jours sans bruit. Personne dans la rue pour parler avec le voisin. On se tenait au chaud dans les maisons. Les machines étaient restées dans les hangars. On n'entendait plus ni les aboiements des chiens, ni les cris des oiseaux. Ce silence inhabituel dérangeait. Depuis le pont, on pouvait observer les eaux vert-de-gris du fleuve qui montaient inexorablement. Le courant, rapide, charriait toujours plus de bois morts et de branches. Pressé de porter à la mer ce qui tombait du ciel, le fleuve avait atteint le sommet des berges. Au lever du jour, on surveillait, inquiet et impuissant, le niveau du fleuve. Et puis un matin, dans la boucle des marais, il passa par-dessus la digue pour s'étaler dans toute la peupleraie jusqu'à la grande route. Bientôt, on ne pourrait plus circuler. Les brumes épaisses ne se levaient plus, et il semblait que toute vie avait disparu. On ne voyait plus les hérons cendrés marcher dans les marais, ni les colverts glisser au fil de l'eau. Seul le clapotis des vagues qui venaient heurter le seuil des premières maisons se faisait entendre. De vieilles barques ressorties des granges, amarrées à l'angle de la mairie, se tenaient prêtes. Déjà les habitants du quartier de l'île étaient partis se réfugier chez des voisins. Quelques hommes se retrouvaient à l'auberge du Bac. Ils restaient là, bras croisés, buvaient un verre de blanc sans parler. De temps en temps, l'un d'entre eux consultait la météo régionale. Un autre téléphonait au service des crues pour connaître les prévisions. Puis tous retombaient dans un silence mutique, neurasthénique. Et puis, il cessa de pleuvoir. La décrue avait été lente. Après ce déluge d'avril, mai se montrait clément. 10 jours sans averse. Le fleuve refluait peu à peu et retrouvait son lit naturel. Le soleil de midi venait percer les brumes matinales et séchait les champs les plus hauts. Seuls les marais restaient encore inondés. Les peupliers chauves, les pieds dans l'eau et bien ordonnés, ressemblaient aux barreaux d'une prison. Ils marchaient sur la digue de la rive gauche, de nouveau accessible. Ils aimaient se promener là, sur ces berges sablonneuses. Certaines années, ils traversaient les bras morts du fleuve pour rejoindre les îles. Ils venaient y chercher la blonde, cette morille jaune très appréciée qu'ils vendent aux restaurateurs du coin. À 15 ans, rien ne leur plaisait davantage que pêcher, ramasser des escargots, cueillir des champignons. Le fleuve, c'était leur univers, leur terrain de jeu. Entre eux, ils ne parlaient guère, se contentant de signes ou de quelques mots. Mentalement, ils notaient les stigmates de l'inondation. Papier, carton, sacs plastiques formaient des traces hideuses auxquelles s'ajoutaient toutes sortes d'objets hétéroclites. Cette vision abîmée de leur fleuve les rendait tristes. Ils n'avaient pas de mots pour leur désarroi. En bleu et en blanc, couchée, elle attend
je la vois déjà. La Camargue ou non, un peuple en violon qui m'arrêtera? Adieu la France, adieu la terre, le ciel est rose de flamand. Je me sens fort, voici la mer qui s'ouvre pour moi là devant. Et je rentre en toi, et je coule en toi. Tu te calmes et moi, je meurs dans tes bras. Mais tu sais déjà que René là-bas a toujours le rôle.